Bonsoir, bienvenue dans Backcheck. On est mardi 20 octobre. Il y avait 3 matchs au menu de la National League. Ce soir, on va vous les détailler, vous les résumer, vous proposer des interviews. Il y a eu des petits rebondissements, des incertitudes jusqu'au bout. Et on va en parler avec Fabien Guignard, Gary Sheehan et Stéphane Rochette tout au long des prochaines minutes. Mais avant tout, c'est un petit peu la thématique de ces derniers jours et les images peut-être tristes de la rencontre, des rencontres même, devrais-je dire au pluriel, de ce soir. C'est les rangs très clairsemés dans les tribunes avec 1000 spectateurs simplement à Bienne et 1000 du côté de Languenau. On vous propose un petit clip quand même pour se mettre dans l'ambiance de ce qui pourrait peut-être être le credo de ces prochaines semaines. C'était notre match studio de la soirée, Ambry face à Lausanne. C'est une rencontre piège sur le papier pour la formation de Craig MacTavish. Et ça l'a été sur la glace aussi, avec une scène, la première, qui fait beaucoup discuter ce soir et qui pourrait... et qui aurait même pu être, on va dire, le tournant de la rencontre. On va le revoir avec ta tablette, Stéphane. C'est une scène qui arrive alors que Ambry joue à 5 contre 4. Le gardien Tchatcho sort et là... Les arbitres, au moment de flottement, ils n'ont pas sifflé ce qu'il s'est passé. On attend tes explications. Ouais, Lausanne est déjà à 4 contre 5. Il n'y a pas un play pour Ambry. Et les arbitres ont une pénalité dans le bras. Donc, il y a une pénalité d'annoncer contre Lausanne. Et puis, regardez bien ce qui arrive. C'est que Tchatcho, lui, sort pour demander un remplaçant, traverse la ligne rouge centrale et joue le puck. Le puck arrive vers lui et joue cette rondelle-là. Regardez la séquence. On est ici, regardez, le puck arrive en zone neutre, là, il est ici le puck. Regardez l'arbitre, il a le bras levé, il y a une pénalité différée contre Lausanne. Regardez ici, tac. Et là, Tchatcho arrive au milieu, un peu surpris, joue la rondelle. Donc la règle est claire avec 209. Le gardien n'a pas le droit de jouer le puck au-delà de la ligne rouge centrale. Et c'est la position des patins qui est déterminante. Il est clairement au-delà de la ligne rouge, joue cette rondelle. Il a l'air un peu désemparé, il a l'air de dire « Oh, puisque je fais quoi avec cette rondelle-là? » Il sait qu'il n'a pas le droit de faire ça. Et là, les arbitres n'ont pas appelé cette pénalité-là. Ils ont sifflé simplement la pénalité contre Lausanne, alors que Tchatcho aurait dû recevoir 2 minutes, l'équipe d'Ambry 2 minutes. Ça aurait annulé. Donc, on aurait dû jouer... Les 2 pénalités se seraient annulées. On aurait dû continuer de jouer à 5 contre 4. Mais au lieu de ça, on s'est retrouvé à 5 contre 3. Et ce qui est arrivé, la suite, je te le laisse. Fabien Guignard, on est d'accord. Ce n'est pas une scène qui arrive très souvent dans le monde du hockey sur glace. Mais quand même, là, les arbitres, il y a un moment de flottement. Les joueurs sur la glace, on le ressent aussi. Mais on n'analyse pas tout ça, puis on n'arrive pas à prendre la bonne décision parce que derrière, il y aura le but d'Ambry. Ben, c'est assez étonnant parce que le fait qu'ils ne la prennent pas tout de suite sur le moment, on se dit, bon, ben, il peut y avoir... des petits points d'interrogation, ils sifflent la pénalité, mais là, les quatre arbitres, à un moment donné, ils doivent quand même se réunir puis se dire je ne suis pas sûr avec les règlements ou se poser des questions, mais apparemment même pas, vu que si au moins un des 4, à mon avis, c'est de l'été posé, ils en seraient quand même arrivés à la conclusion comme quoi il y avait une pénalité. Mais apparemment pas. Mais ça offre quand même un 5 contre 3 derrière. Hein, oui, ça offre un 5 contre 3, puis il n'était pas mérité à cause de ce geste. Puis je pense que là, les juges de ligne, des fois, on se demande pourquoi ils sont là, aider les aides. Et là, on a 2 aides. Moi, je pense que c'est les 2 aides qui doivent connaître cette règle. Et puis, même là, tu as 15 secondes, tu peux prendre 30 secondes après pour en discuter et puis régler le problème. Mais ça aurait pu... Bien, finalement, ça n'a rien coûté à Lausanne à la fin parce qu'ils gagnent sur le fil, mais... Ça les a quand même mis dans cette situation-là où on encaisse ce but à 5 contre 3. Ça donne du rythme à Ambry. Et puis, d'après la règle, il ne doit pas arriver. Voilà. Derrière le but que l'on vous laisse découvrir, joli but de la part de Marco Muller sur cette passe de Flynn. C'est le 1-0. Ambry a bien fait d'en profiter. Hein. Ils sont restés concentrés dans la rencontre. Et derrière, Lausanne, lui, au moins, ne va pas sortir de sa rencontre. Hein. Ils l'ont dominé dans les 20 premières minutes de jeu. Et derrière, il marque presque, on va dire, relativement vite, Stéphane, ce qui aide aussi peut-être à se remettre dans le bon sens de la marche, ce joli but de Malguin à 4 contre 5. À 4 contre 5, le tir est imparable. Écoutez, c'est Marco Muller là, qui a laissé aller Malguin, qui a arrêté de patiner en zone neutre pour Ambry.
Malguin n'en demandait pas tant, se retrouvait à 2 contre 1, un peu surpris. Il rentre sur son côté fort, il rentre à gauche, il est droitier. Le puck est à l'intérieur. Le défenseur triche sur la passe, il met ça à pleine lucarne. Écoutez, il est rendu sur le point d'engagement, à la courte distance. Si le tir est précis, impossible pour Tchatcho de faire quoi que ce soit. Et Malguin a été, encore une fois, très bon techniquement sur la séquence. Bon, là, Fabien, c'est facile pour Malguin. On lui laisse le temps de s'exprimer. Il a des bonnes mains, il loge le puck au bon endroit. Pour lui, c'est facile. C'est pas facile pour tout le monde, mais c'est là en tout cas beaucoup pour lui. C'est vrai qu'il entre, on voit, il temporise, il fige le gardien le plus longtemps possible. Et puis le but dans ce genre de situation, c'est de décocher le puck le plus rapidement possible. Tu montres pas ton geste, tu montres pas ton mouvement, mais une fois que le mouvement part, c'est un mouvement qui est très court, très rapide, très précis, pour donner le moins de temps possible au gardien de pouvoir lire la trajectoire du puck. L'ancien gardien peut vous en parler ici, là. Moi, je crois que tu as des mauvaises mains. Tu fais quoi? Ouais, René Matt, il t'a cherché au début du match avec tes mauvaises mains, là. Moi, c'est la faute au défenseur. C'est la faute au défenseur. Parce qu'Ambry, c'est quand même pas la première fois de la saison. Déjà, Gary, qui se retrouve dans ces conditions alors que normalement, il doit aller poser le jeu de l'autre côté. Bien sûr. Puis là, c'est une situation où tu as 2 joueurs inversés qui rentrent contre le gardien de but, contre un défenseur. C'est dur à jouer. Mais je pense qu'encore une fois, on a un exemple. Puis vous le mentionnez souvent sur le plateau, un défenseur couché. C'est un défenseur battu. Moi, je préfère avoir un défenseur qui essaye de couper la ligne de passe ou prendre une décision puis laisse le joueur au gardien. Mais là, il n'y a même pas stick on puck. Il n'y a même pas... c'est pas facile à jouer, je suis d'accord. Mais couché par terre, ça ne sert pas à grand-chose. D'accord. Ensuite, eh bien, les minutes passent, le score n'évolue pas, on rentre en 3e période. Là aussi, on avance, on joue la 55e minute de jeu. Il y a 2+2 minutes sévères, on va en discuter ici contre Malguin. À vous de me dire, messieurs. Et Nettinen derrière qui marque sur un assist encore de Muller. Fabien. Oui, Nettinen qui marque son 3e but en 3 matchs. On en a parlé en avant-match de Nettinen. Il a des bonnes mains. Regardez, le puck est en avant de ses patins. Il va le chercher puis réussit à le soulever. Techniquement, c'est pas facile, Fabien. La pénalité, Fabien, avant de voir le but égalisateur de Malguin contre les 2+2, c'était sévère pour toi? Oui, clairement. On pensait qu'il y aurait une pénalité. Pour finir, il en met 2. Pour nous c'était deux joueurs différents, ce qui aurait fait un 53. Il a décidé d'en mettre 2+2 au même joueur, ce qui aurait fait 4 minutes à 54. Bon, derrière, Lausanne réagit. Encore Denis Malguin qui vient égaliser. On est sur le 2-2. On est à la 57e minute de jeu. Ben, c'est clair que les prolongations sentent bon. Et dans ces prolongations, ben, c'est Ambry qui pousse dans un premier temps. Et c'est même Ambry qui est tout proche de remporter la mise avec cette percée rageuse d'Eschler. Et la passe peut-être un petit peu tardive là sur Oransky. C'est le big save du match, Gary, que Boltzhauser nous concocte là. Là, il faut quand même dire que Boltzhauser a fait un geste in extremis, mais il savait qu'il y avait quand même un joueur devant le filet, puis c'était son salvateur, parce que ça donne 2 points à Lausanne, parce que c'est sur la contre-attaque qu'on va marquer. Mais il faut être agile, il faut être résilient, parce qu'il était battu. Mais un bel effort de sa part qui permet à son équipe. Mais là, il y a Barberio qui est encore couché sur la glace. Sur le 2 contre 1, quand Forler arrive contre lui, la Barberio qui se couche sur la glace, l'autre s'arrête, fait le spinorama. Je suis mitigé avec ça parce que je suis d'accord avec Gary par rapport à la situation avant. Parce que le gars est juste couché, mais Barberio, là, il se couche, mais il attaque le puck. Ce qui oblige l'attaquant à prendre une décision puis à le forcer à faire une erreur, ou pratiquement. Ouais. Ce qui est quand même beaucoup plus difficile pour l'attaquant. Couché sur le premier poteau. Ouais. Je ne suis pas non plus un grand fan, mais au moins, je pense que quand on se couche, au moins forcer le joueur à faire un flip ou dans un espace extrêmement restreint. Stéphane, peut-être un mot sur la performance de Boltzhauser ce soir. Il a longtemps, on va dire, pas vraiment été inquiété, mais il a su répondre présent au fil des minutes. Ben, il a été bon quand l'équipe a eu besoin de lui. 44 tirs au but quand même, là, c'est pas rien. Les 2 gardiens étaient bons. Tchatcho, encore une fois, a livré un gros match ce soir. Il a été bon contre Zug. Il s'en sort pas avec la victoire. Encore une fois, il a été excellent ce soir. Et je pense que les 2 gardiens ont été bons quand leur équipe a eu besoin. Quand il y a eu des grosses bêtises de fait devant eux, ils ont su rattraper le coup. Ils ont été dominants. Un match de 2-1. Écoutez, c'est 45-44 les tirs au but, là. 2-1. C'est ouvert, hein? Hein? On a beaucoup tiré ce soir dans les autres matchs aussi. 3-2, pardon. 3-2 à la fin. 3-2 à la fin. On le verra. Ben, le 3-2, justement, on va vous le montrer. C'est le but gagnant concocté par le Lausanne Hockey Club avec cette réussite dont on voit Christophe Berchi, dont on a évoqué avant le temps de jeu en avant-match, Gary, qui délivre Lausanne, qui offre les 2 points pour le lâcher. Bien, effectivement, on en a parlé, alors, et puis on a eu des sujets positifs sur lui, parce que je pense que c'est quelqu'un qui
Moi, j'ai trouvé remuant ce soir. J'ai trouvé qu'il a créé des pénalités, il a fait arriver des choses. Mais il y a un geste là-dessus qui est aussi remarquable, et puis il faut le relever, c'est l'intelligence de Hudon de rentrer le puck dans la zone avant de faire la passe à Berchi. Parce que s'il l'a fait avant, c'est hors-jeu. Alors, il a eu ce réflexe ou cet instinct de faire ça, et c'est pas tous les joueurs qui peuvent faire ça. Ça permet à Berchi de prendre la vitesse. Dès qu'il a rentré le puck, Berchi n'a pas besoin de s'arrêter, parce que s'il la donne avant, il doit faire un crochet vers l'intérieur. Obligé, puis là, c'est sûr que c'est plus la même angle de tir et ça change tout. Fait que là, Hudon, qu'on a peut-être un peu moins vu, peut-être un peu de jet lag ce soir, arrive à faire un gros jeu comme ça. Il a eu une grosse chance de marquer sur un tir à l'extérieur du filet. Alors, c'est bien pour lui, puis qu'il trouve ses marques gentiment. Puis, comme on a dit, Berchi... ça fait plaisir de voir qu'il a aussi son moment ce soir et puis qu'il va sortir du trou. Berchi a joué 16 minutes 17, un peu plus qu'à l'habitude. C'était plutôt du 13-45, sa moyenne jusqu'à maintenant, c'est 13-45. 5-56 sur le power play, donc c'est pratiquement 6 minutes, 5 tirs au but. Moi, je pense qu'il nous a écouté, le McTavish, avant l'émission. Je pense qu'il a regardé. Je pense que... Il a eu le temps de s'occuper dans les vestiaires à Lausanne, à Ambry, avant le coup d'envoi. On a une réaction d'ailleurs à l'issue de cette rencontre vaudoise en terre léventine ce soir. Je propose directement de l'écouter. Christophe Berchi, une fois de plus, des matchs compliqués dans cette Wallachia. On a l'impression qu'on le dit chaque fois, mais là vous dominez, vous marquez pas et derrière c'est tout de suite très difficile. Ouais, sûrement. Eux ils jouent très fort à la maison. On a montré un bon match, on n'a pas marqué, c'est pour ça qu'on est allé en prolongation, mais je pense qu'ils ont vraiment bien défendu aussi. Ils nous ont pas donné beaucoup vraiment d'occasions à 100%. Mais on a beaucoup joué avec le puck et puis on a quand même mérité ces 2 points. Premier tiers-temps, il y a une nette domination, il y a des tirs, mais pas forcément énormément de grosses occasions. Là, peut-être qu'il y avait un peu mieux à faire. Oui, on a beaucoup joué avec le puck, on tournait, on attaquait, on essayait, mais comme j'ai dit, ils ont bien défendu aussi. Ils nous ont pas vraiment ils nous ont pas vraiment donné des grosses occasions. Mais oui, je pense les premières 20 minutes, c'était à peu près ce qu'on voulait faire. Et puis après un bus très long comme ça, c'est bien de sortir comme ça du vestiaire. Un mot sur ce but qui vous permet de gagner. Expliquez-nous comment vous l'avez vécu sur la glace. D'abord, j'ai dû courir derrière parce qu'il y avait un 2 contre 1. Heureusement que Barbs et Bolty ils nous ont tenus là dans le jeu. Après, je savais qu'il ne restait plus qu'un adversaire derrière. Alors, j'ai pris le puck, je l'ai lancé de l'autre côté de la glace parce que je savais que j'ai vu Charles tourner là-bas. Il me la redonne. Et puis, en fait, je voulais shooter haut. Elle va en bas, elle va dedans. Je suis un peu chanceux aussi. Un but qui fait du bien aussi, personnellement? Très, ouais. On sent le soulagement. Merci, bonne rentrée. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut demander à Christophe Berchi de venir dans nos émissions. Là. Il a détaillé le but comme un expert, vraiment. J'espère que vous avez apprécié. On va même corriger les statistiques des tirs parce qu'entre-temps, le site de la Ligue a donné de nouveaux chiffres. C'est 43 à 39. Finalement. Voilà, comme ça, vous savez tout est nickel, précis. On va pouvoir passer au deuxième match de la soirée. C'est Langnau face à Rapperswil. C'est des matchs importants entre ces deux équipes quand elles viennent à se rencontrer parce qu'elles vont viser forcément les places qualificatives pour les pré-playoffs et il ne faut pas perdre de plume dans l'aventure. Et dans cette rencontre, il y avait d'abord une première titularisation cette saison pour le gardien letton du côté emmentalois, Ivars Punenovs, qui jusque-là était blessé. Il soignait une blessure aux adducteurs depuis de longues semaines. Et Ivars Punenovs, il a aussi fait l'actualité cette semaine, Fabien, parce qu'il a prolongé d'une saison. Pour vous, bonne prolongation que de pouvoir le conserver encore une saison avec Langnau? Il était forcément convoité, on imagine. Écoute, il faut croire que oui, il faut croire qu'ils sont contents, vu qu'il est déjà là depuis quelque temps, puis qu'il le prolonge. Donc, il faut croire que oui. Maintenant, c'est toujours une question aujourd'hui de savoir combien. Parce qu'au vu de la situation, puis ne sachant pas où est-ce qu'on va aller, on sait que c'est des clubs qui ont beaucoup de difficultés à tourner financièrement. C'est à mettre, je pense, dans la balance au vu de la situation. Là, il y a Benjamin Cons qui tape du pied. Benjamin Cons, pour des raisons familiales, aimerait bien retourner du côté de Langnau. Arrive en fin de contrat du côté d'Ambry.
parle aux médias en disant, moi, je retournerais bien à Langnau s'ils peuvent lire les journaux. Je ne veux pas les appeler, mais en tout cas, j'aimerais bien qu'ils sachent que j'aimerais bien retourner. Le gars retournerait probablement... Quand tu t'annonces que tu veux retourner là, ça veut dire que le prix vient de baisser un gros... Donc, il irait là probablement pour pas grand-chose, en tout cas bien en dessous probablement de sa valeur sur le marché. Et là, on signe Pounenovs. Est-ce qu'on peut se permettre Pounenovs et Cons? Moi, je pense que oui, parce que finalement, je ne crois pas que Poulinov est un numéro 1 dans cette ligue, même s'il a fait une bonne saison l'année passée. Mais c'est gros comme une maison qu'un gars comme Benjamin a besoin d'avoir un nouveau défi. Et puis ce challenge-là, la famille proche, aurait été idéal pour lui. Peut-être qu'ils le feront quand même. Peut-être qu'ils ont les moyens de payer 2 gardiens de but comme ça. Mais je pense que... surtout que Langnau le connaît. Il a joué là-bas jeune et puis il a très bien performé. Ça aurait été un peu boucler cette boucle en Liga pour lui. Et puis... Il est jeune encore. Ils ont aussi la solution. Ouais, mais... Il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui va se précipiter non plus au portillon. Est-ce que l'autre solution, c'est peut-être aussi stratégique, c'est d'attendre le plus longtemps possible pour le signer le moins cher possible? Mais Gary, ton sentiment pour Pounenovs, c'est plutôt un bad move alors? Il aurait pu aller sonder le marché puis espérer un meilleur club, surtout quand non, je pense que c'est une bonne valeur, mais c'est pas un numéro 1 dans cette ligue. Et là, veut pas, ce gars-là, il peut pas jouer 50 matchs. Il prend quelqu'un avec lui. Je pense qu'il peut en jouer 25, mais pas 50. Parce que Zaïta, là, il ne fait pas le job jusqu'à maintenant. Là, non. Il n'a pas été très bon les matchs qu'il a joué. Il n'y a pas de gardiens dans cette ligue qui ont 20 ans. Maintenant, il y a le petit Vutriche qui a fait une mention ce soir. On verra après. Il a gagné son match, son premier match. Mais il y a très peu de jeunes gardiens de but qui sont prêts pour prendre autant. Et je pense que, ça, c'est mon avis personnel. Bon, après, dans cette rencontre, Pounenovs va être battu une seule fois ce soir, mais une fois de trop, on devrait dire, parce que c'est le seul but de la rencontre. Stéphane, il tombe en power play. Qui d'autre que les buts finalement de Roman Červenka, là, qui attend le dernier moment, qui profite du défenseur pour loger le puck au bon endroit. Il a du talent, ce Červenka. C'est vraiment un fin renard à l'attaque sur le power play. Regardez ce moment d'hésitation. Puis il met ça à côté rapproché, encore partie supérieure à tous les matchs, sans exception, depuis le début de la saison. Les gardiens, là, c'est power play, etc. Mais tous les matchs, les gardiens se font battre côté rapproché, au-dessus de la mitaine, au-dessus du bloqueur. Tous les matchs. Moi, je pense là que c'est le nouveau style de gardien renversé sur le poteau là, que Sébastien Beaulieu nous écrit. Bon, la nouvelle technique où ils se disent, bon, ils se font tout grand puis ils s'appuient l'épaule sur le poteau dans la mesure du possible. C'est pas vraiment ça sur cette situation-là, mais les joueurs ont compris. Là. Je pense que les joueurs se sont dit, si le shoot est précis, il est battu. Il ne peut plus bouger, il ne peut pas se faire plus grand que ça. Et là, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu as quelque chose que vous avez parlé, vous? Non, pas vraiment. Ce que je dirais, c'est que la grande tendance avec les gardiens de but maintenant, c'est qu'ils ont quand même tous un point faible. Et c'est ce que les entraîneurs de gardiens essaient de corriger. Puis c'est stick side. Tout le monde essaie de corriger le côté du bâton. Et comme on dit, là, on voit le but qui vient du côté fort pour le gardien de but. Fait que, parce que maintenant, on doit vraiment être bien placé dans le filet pour cacher cet angle dans le bas du filet à droite du gardien de but. Et puis, ça libère le côté gauche, qui est le côté fort du gardien de but. Mais c'est 50-50. On veut peut-être plus protéger ça puis laisser ce côté-là, alors que c'est plus facile à couvrir avec le gant qu'avec une position de ton corps qui est un petit peu désaxée. Alors, peut-être un peu plus square, directement carré devant le tir, pour laisser moins de trous possible, ou bien tricher un peu puis fermer cet angle où ce que tout le monde tire, stick side. Et là, ben, les joueurs comme Červenka... Forcer, en fait, les joueurs à tirer du côté du gant. Voilà. Bloquer le maximum, là, qu'il n'y ait pas d'angle là pour les dissuader d'aller du côté Parce que là, tu n'as pas deux outils de ce côté-là. Tu as le bloqueur, ta jambière, là, tu as un gant qui peut aller partout. Tu sais, je veux dire... Et toi, Gary, en tant qu'ancien gardien, quand on voit le but, on sait que le gardien, sur son côté droit, il ne peut pas shooter, il y a trop de trafic, il y a des jambes partout. Est-ce que tu as le temps d'y penser, puis de te décaler, puis justement fermer plus ton côté du bloqueur? Oui, c'est difficile là, dans cette action-là, parce que tout ce côté du bâton est fermé. Il ne peut pas shooter là. C'est ce que je dis, donc un gardien, est-ce qu'il aurait dû tricher? Il doit anticiper en cherchant la ligne de tir. Vraiment, parce que ça va tellement comme il vite. ne voit peut-être pas le puck partir, il a déjà son temps de retard. Il doit le chercher, oui, bien sûr, mais il doit le chercher. S'il reste derrière le gars qui est devant lui, c'est clair mais il doit chercher, puis descendre, puis là, voir, hop, il y a une ligne de tir qui se fait là. Alors, oublie de protéger ce côté, il va tirer de ce côté-là. Mais fraction de seconde, anticipation, c'est beaucoup d'anticipation. Je pense que c'est très difficile pour le gardien de but. C'est un tir parfait. Il est masqué. Il a fait un petit mouvement avant. Hein. Je ne sais pas si on l'a remarqué. Il fait le petit mouvement qui déstabilise. Peut-être que c'est aussi une fraction de seconde. C'est un petit joueur, ce Červenka. Je pense que... Il y a un avenir dans la vie. C'est pas un manche. Il y a un bel avenir dans la vie. C'est pas un manche, oui.
Messieurs, c'est pas parce qu'il n'y a qu'un seul but dans une rencontre qu'il n'y a pas eu beaucoup de tirs, beaucoup d'actions. Il y a surtout eu un nouveau très bel arrêt d'un gardien. C'est Niffler là, qui va sortir le grand jeu pour éviter l'égalisation emmentalloise dans le gant. Fabien, ça... Cristobal lui doit être jaloux là. Magnifique. Christo, il faisait ça souvent. Ouais. Soit avec la main, soit avec la jambe encore. À plat ventre. Ouais, puis là, Glauser, il fait tout juste parce qu'il lève le puck. Si c'est Glauser, je crois bien. Hein? Il lève le puck, mais il faut donner crédit là-dessus à Niffler. Il en prend 8 l'autre soir ou 9 à Davos. Il rebondit ce soir avec un jeu blanc. Mentalement. Solide, quoi. Puis 3 bons points. Ça doit être Langnau, ça doit être Langnau. C'est à Langnau. Pour Rapperswil, c'est 3 bons points à prendre parce que dans ces confrontations, on l'a dit, ça va compter en fin de saison, forcément. Confrontation directe. Bien sûr, bien sûr. Alors, toujours, là, on part toujours du principe que Rapi, Ambry et puis Langnau seront en bas. Oui. On est d'accord, Juste une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a rien de certain, mais en partant de ce principe-là, c'est des confrontations directes. Oui. Là, c'est des matchs à 6 points. Des matchs à 6 points. Voilà, on vous a gardé, non peut-être pas le meilleur pour la fin, mais le derby bernois comme 3e et dernier match à vous résumer dans une Tissot Arena garnie simplement de 1000 spectateurs ce soir. Hein, décision politique, on en avait parlé en avant-match. Et dans cette aventure, eh bien, finalement, ce sont les visiteurs qui vont pouvoir en tirer profit avec un joueur qui va sentir cette rencontre comme une délivrance pour lui. C'est Ted Britton, Gary, qui marque là, à 5 contre 4, son premier but de la saison après 11 minutes de jeu. Mais voilà, tout à l'heure, on a vu Chervinka tirer dans l'autre partie du filet. Et là, on voit lui tirer côté stick-side, le côté le plus difficile pour le gardien de but à couvrir. Et là, la masse de joueurs dans le filet fait qu'il faut un bon shooter pour pouvoir traverser le puck sans toucher rien. Et lui, il visait le poteau intérieur et puis il a un tir parfait. C'est très dur pour le gardien de but dans cette situation-là. Et très bien joué de la part de Byron. On voit qu'il peut marquer des goals. Oui, c'est peut-être pas annoncé comme le grand scoreur, Steph, de ce championnat. C'est un joueur intéressant dans les deux sens de la patinoire. Mais ce soir, on le verra encore un petit peu plus tard, c'était lui l'homme du match. Si. Écoutez, dans les matchs amicaux, je l'ai vu, je n'ai pas été spécialement impressionné de son côté offensif. Je trouvais qu'il n'y avait aucune qualité qui sortait du lot, mais c'est les matchs amicaux. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience. Donc, je pense qu'il s'est dit, j'ai le temps. Il a peut-être calculé un peu son truc. Mais là, depuis le début du championnat, on doit dire qu'il fait son job, ce que Jeffrey ne fait pas forcément. Jeffrey est un petit peu en panne depuis le début de la saison. Oui, discret pour l'instant, Dustin Jeffrey. Pour ne pas faire de jaloux, on va vous montrer un big save par match. Vous avez celui de Boltzhauser, vous avez celui de Niffler. Eh bien, voici celui d'Elia Pope. Et je crois que là, Gary, on peut apprécier parce que l'extension au dernier moment pour empêcher le but bernois est bien vue de la part du gardien biennois qui disputait son premier match ce soir. Oui, les gardiens avec des plus petits gabarits ont quelque chose de plus également, et c'est la vitesse, très agile dans le bas du filet avec les jambes, et ça, c'est une de ses qualités. Et c'est aussi un gardien de but qui est résilient, qui va tout faire pour tant que la rondelle n'a pas traversé la ligne rouge. Et puis, je pense que là-dessus, il garde son équipe dans le match. Puis ce que les équipes aiment bien, c'est d'arriver proche de la 60e minute et d'avoir une chance de gagner. Et là, à 4-3, Bien avait toutes les chances de faire éventuellement 4-4 dans la fin de match, mais ça ne s'est pas fait. Bon, l'arrêt, il était un petit peu plus vite, Gary. C'était encore à 1-0 pour le CP Berne à ce moment-là. En tout cas, il empêche le 2-0 et derrière, Brunner va égaliser Fabien Guignard à 1 partout sur un but qui devrait être revu à la vidéo pour une canne de Kunzle qui a peut-être traîné un petit peu dans les jambières du gardien. Oui, écoute, je pense que c'est ce qu'on demande aujourd'hui beaucoup aux attaquants, ce qu'on appelle le F2, le premier non-porteur du puck, c'est de mettre de la pression sur le gardien. L'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas obstruction sur le gardien, il a validé le but, mais il faut donner le crédit justement au F2 qui fait ce travail qui n'est pas forcément le plus drôle, mais qui rapporte beaucoup de points. Derrière, Stéphane, Britton marque son doublé. Un peu chanceux, touché par Gustafsson, Pope le frôle, puis les poteaux qui viennent encore l'aider. On va être chanceux que bon, hein? Donc, ce coup-là, elle a été chanceuse. Son premier tir, elle a trouvé son premier but, ça a trouvé le puck avait des yeux, puis là, encore une fois, donc il y a des soirs comme ça où ça va bien. La compense pour les soirs où finalement, il n'y a rien qui va. Et pour revenir sur le but, la situation d'avant, le but qu'on a à la vidéo, pour moi, c'est absolument clair que c'est un bon but parce que le contact entre Kunzle et le gardien arrive en dehors du demi-cercle du gardien.
Et puis c'est le gardien qui va contre lui qui initie le contact. Donc en aucun cas, on peut juger que Kunzle fait une obstruction sur le gardien qui peut le déranger. Gary, j'ai envie de t'entendre sur le 2-2 parce que Bienne va revenir à hauteur dans cette rencontre une nouvelle fois. C'est Fabio Offer qui va l'inscrire sur un service de Ulström. Fabio Offer, très très bon début de saison, son 4e but déjà avec le HC Bienne. Oui, puis si je ne me trompe pas, c'est probablement son 2e ou 3e de cette manière-là. C'est quelqu'un qui marquait aussi beaucoup de buts en bris l'année passée. Et puis il est toujours à l'intérieur des points de mise au jeu. Regardez, c'est lui qui est au milieu de la cage. C'est un des plus petits joueurs du groupe. Et puis il arrive à rabattre ce puck dans le filet. Vous allez le voir ici, c'est encore une fois dans les airs, comme son but la semaine passée. Alors, soit qu'il a déjà joué au tennis ou bien il a une bonne coordination des yeux et des mains. Mais c'est quand même un petit joueur qui remue beaucoup et puis qui produit également, comme en bris et comme ici à Bienne. Fabien, par contre, les largesses défensives viennoises, elles sont encore trop nombreuses. De laisser Chervet s'en aller seul comme ça pour le 3-2, ça ne doit pas être permis. Non, c'est attiré un petit peu par le puck. Et puis, dès la récupération, par son transition, le puck qui repart directement dans le sens inverse avec un Chervet qui... je ne sais pas combien, si c'est son premier cette année. Son premier but de la C'est saison. son premier, qui va lui faire énormément de bien. Autant à lui qu'à son équipe. Oui, par son entraîneur aussi, je pense. Un petit peu sous pression, Berne, actuellement. Je dis ça. Ah oui, mais il y a un petit jeune ce soir qui a intégré l'alignement. On peut en parler. On va le voir après à On va le voir parce qu'il y a la réussite du petit jeune qui arrive, le 4-2 du CP Berne qui tombe. Eh bien, juste en retour de 3e période, en fin de powerplay pour le CP Berne, Untersander avait dû sortir du jeu après un peu au visage et Enauer profite d'avoir plus de temps de jeu en powerplay, Stéphane, il marque un but, un assist pour lui ce soir. Premier match avec le CP Berne cette saison. C'est du début très réussi. Ben, il fallait le faire jouer. Écoutez, c'est un petit jeune qui est fort talentueux, bon avec la rondelle, il se déplace bien. Je trouve qu'il a pris de la vitesse. Moi, je l'ai vu jouer souvent au cours des années, avait été bon championnat du monde l'année passée. Et c'est un jeune qui a été formé à Berne. Hein. Et c'est un petit gars qui arrive en fin de contrat. Donc là, il y a beaucoup d'équipes qui sont dessus, Davos notamment, parce que Christian Volven a coaché l'équipe nationale, donc il connaît tous les jeunes, donc il passe toujours un petit coup de téléphone. Donc ça, on pourra parler une fois du double mandat de Christian Volven, ces années passées, puis il est toujours avec l'équipe nationale. On avait voté contre ça à l'époque, puis là, maintenant, tout est bon. Raphaël, quand il était à la direction de la fédération des équipes nationales, refusait carrément le double mandat. Maintenant qu'il est à Davos, ça l'arrange bien que le double mandat. Donc, il se sert de ça, évidemment, pourquoi s'en priver, finalement, pour faire une offre. On sait que Genève, semble-t-il, serait dessus. Il y a plusieurs équipes qui seraient sur ce jeune pour le signer, puisqu'un jeune talent à devenir. Et puis, Berne, ben là, ils doivent le faire jouer. Parce que s'il ne fait pas jouer, le jeune... Pour le convaincre, finalement, de vouloir rester dans la capitale, c'est ça? Exactement. Donc, le jeune, t'as beau y offrir le contrat que tu veux, mais s'il dit, moi, je joue pas, puis j'aurai pas de temps de glace ici, je vais aller ailleurs où je vais jouer. Parce que là, l'argent, c'est pas l'argent qui est important pour lui, c'est de jouer, c'est le prochain contrat. C'est pas ce contrat-là, c'est l'autre après qui va pouvoir toucher beaucoup d'argent. Donc là, il cherche du temps de jeu. Et après, le coach doit le mettre... Le coach, il veut gagner des matchs, puis en même temps, ben, il doit faire jouer des jeunes pour penser à l'avenir du club. C'est comme Vutriche dans la cage ce soir. Vutriche n'avait pas joué encore cette année. Vutriche, tu ne le fais pas jouer. Là. Vutriche est pressenti pour être dans 2-3 ans le futur Marco Burer, Renato Tosio, le gardien de la concession. Il faut que tu le fasses jouer. Mais quand tu perds des matchs, le coach il veut gagner, il ne fait pas jouer des jeunes, c'est une espèce de spirale. Mais ce soir, les deux, ils ont gagné avec Vutriche et Enauer. Ça donne raison au coach, Gary, et que ce soit Enauer ou Vutriche, c'est des joueurs que tu connais bien pour affronter en Swiss League. Oui, bien sûr, ça donne raison, disons, à l'état-major d'avoir pris cette décision, mais Berne a besoin de cette énergie. Berne a des joueurs vieillissants, des joueurs qui ont ralenti un peu, et puis ces jeunes-là, ben là, ils rentrent dans leur premier match ce soir, puis ils gagnent le match, puis Berne a un mauvais début de saison. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendaient pour mettre ces joueurs dans l'alignement, pour donner un petit peu de souffle et d'énergie à l'équipe. Il y a aussi Jérémy Gerber qui a joué son premier match. L'année passée, il a fini dans les 4 blocs, l'année passée, le championnat, puis là, je pense depuis 4 matchs, c'est son premier match avec qui il est changé. Alors, c'est tous des joueurs qui ont joué aussi à Langenthal qu'on a vu. Et c'est des bons jeunes qui savent jouer. Alors, il faut leur donner du temps de glace. Fabien, est-ce que ce n'est pas aussi un message finalement pour mettre de la responsabilité sur les plus anciens, de dire regardez, les jeunes, on va les aligner ce soir. Ah ben, on gagne. Ben, c'est à vous aussi de vous bouger parce que sinon, on va laisser peut-être les jeunes en place. Pour moi, c'est clairement un message qui doit être passé. Mais la question qu'on doit se poser peut-être aussi en Suisse, c'est est-ce qu'on doit vraiment attendre que ça ne joue pas ou que ça ne fonctionne pas pour intégrer des jeunes? D'autant plus cette saison, on sait qu'il n'y a pas de relégués. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi le temps là, de donner un petit peu plus à ces jeunes
On voit Einauer, premier match, je ne sais pas si on aura l'occasion de revoir son but. Il reçoit le puck. La majorité des gars de cet âge-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils shootent le puck. Lui, calme, hop, il prend son puck, il prend ses 3-4 pas en avant, un shoot bien placé. Et puis, il faut déjà quand même avoir un certain niveau d'expérience et puis de confiance en soi pour pouvoir réussir ça lors de son premier match. On le remonte, hein, comme ça, ouais. On va pouvoir l'analyser. Regarde, il va recevoir son puck, hop, il avance. La majorité des gars qui jouent leur premier match sont un petit peu nerveux à la ligne bleue. Qu'est-ce qu'ils font? Ils shootent directement le puck. Puis souvent, tu le donnes au grand avec Ali Anderson qui était en haut disponible. Souvent, tu t'es pas de le donner au vétéran, à la vedette de l'équipe. Non, il est allé de bon cœur, regardez, bon tir précis. C'est un joueur qui n'est pas un gros gabarit, mais il est très mobile, bon sens du jeu. Moi, j'aime vraiment cette mentalité-là. Ce qui nous manque, je pense, clairement en Suisse, c'est de dire, hey, tu sais quoi, moi, je suis jeune, ça m'est égal que j'ai X ou Y à gauche. Moi, j'ai aussi les capacités de le faire, je le fais. Puis c'est comme ça qu'on grandit. Et là, je vais vous poser une autre question, les gars. Puisqu'on est dans le temps dans le jeu des jeunes. Valentin Nussbaumer est revenu en janvier l'année passée. Tormainen le mettait sur sa deuxième, troisième ligne, des fois sur la 4, mais au centre, il l'entourait de bons joueurs. Dans les matchs amicaux, on a vu beaucoup de jeunes jouer à Bienne. Lars Leuenberger prend cette équipe. Valentin Nussbaumer n'a quasiment pas de temps de glace ce soir. Selon les stats, c'est juste. Il n'a pas mis le pied sur la glace. 13e attaquant. Il est 13e attaquant depuis... Son temps de glace moyen, c'est 8 minutes depuis le début de l'année. Mais là, depuis les derniers matchs, il joue pratiquement pas. 13e attaquant, pas aligné. Il n'a pas été aligné pour soi-disant parce qu'il était en contact avec Kessler. Ce soir, il n'a pas mis le pied sur la glace. Il se passe quoi à Bienne avec Valentin Nussbaumer? Vous n'allez pas me dire que Ramon Tanner est meilleur que... Moi, je ne peux pas croire que Gustafsson et Ramon Tanner sont vraiment meilleurs que lui. Gustafsson a un peu plus d'expérience, c'est plus costaud. Mais là, qu'est-ce qui arrive avec Valentin Nussbaumer? Il fait un peu plus partie des plans de Leuenberger à Bienne? Écoute, ça, c'est difficile à dire parce qu'on n'est pas à l'intérieur, puis on ne voit pas comment ça se passe. Mais c'est vrai que quand tu regardes... Moi, je trouve qu'ils ont trop de joueurs. À un moment donné, c'est impossible de rendre tout le monde heureux, là. Et puis, là, il y a peut-être aussi passablement de blessés ou des joueurs malades. On connaît la situation, elle est délicate. Mais c'est incompréhensible qu'un jeune où on veut développer puis est dans le plan de l'équipe se ramasse dans une situation comme celle-là. Qu'il se passe autre chose qu'on ne maîtrise pas ou peut-être... qui est hors de notre contexte, qu'on ne capte pas parce que le gamin est revenu parce qu'il y avait un projet pour lui, il y avait un plan pour lui, et là, il se retrouve à ne pas jouer. Alors, c'est un peu surprenant. Oui, mais la situation a changé à Bienne. Hein? N'oublions pas cet été ce qui s'est passé avec l'entraîneur qui est malheureusement tombé malade. Ah oui, bien sûr. Il y a un nouveau coach qui a eu un petit peu de succès et qui a tout à coup une opportunité de retrouver une place de head coach, de principal. Et puis peut-être qu'il a aussi envie de se faire son nom. Ah ouais. Donc il n'a pas envie de perdre, il a envie de pouvoir se remontrer aussi. On est aussi peut-être dans le questionnement, Stéphane, de se dire, si on n'arrive pas à conserver Fuchs, qui sera aussi très convoité parce qu'il arrive en fin de contrat, il ne faudrait peut-être pas préparer l'avenir derrière avec Nussbaumer derrière. Il faudrait, mais ça, c'était clairement... Steinegger, il me semble qu'il a toujours affirmé ça. Tormainen le faisait concrètement, on l'a vu. Moi, l'année passée, j'étais même surpris. Des fois, je voyais Nussbaumer sur la deuxième ligne avec un étranger. Il jouait avec de la glace. Je me disais, wow! Mais voilà, Tormainen avait cette vision-là. Et là, il semble que Lars Leuenberger, il n'a pas la même vision. Bon, Julien Colère a joué, mais pas beaucoup. La quatrième bloc. On a été chercher l'étranger de la Chaux-de-Fonds, Tretness, ce soir pour jouer. C'est juste. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on est sur la panique tant que ça? Exact. Il y a Pouliot qui est out pour 3 semaines normalement. Donc on a peut-être un joueur allemand qui devait venir, ça ne se fera pas. Donc on voulait peut-être compléter les lignes avec ce joueur étranger. Peut-être que, comme disait Gary, ce qui est difficile quand on est à l'extérieur, c'est de savoir un petit peu quelles ont été les discussions. Peut-être que l'entraîneur, c'est un projet pour lui sur l'ensemble de la saison, mais qu'il s'est passé une ou deux choses et puis qu'il veut lui donner un signal pour lui dire OK, nous on te voulait, mais tu ne vas pas non plus faire à 20 ans tout ce que tu veux parce qu'on a des règles ici. Et ça, il y a peut-être des trucs qui se passent aussi. Après, c'est aussi la position dans laquelle peut-être Lars veut l'utiliser. Il y a trop de compétition de ce côté-là. Il n'y a plus de place au centre. On a même Fuchs qui était à l'aile. Il y a peut-être aussi en train de jouer les cartes là-bas un peu. C'est un mauvais début de saison. Je ne sais pas. Alors, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, même si on est en contact, puis on les voit, puis on lit la presse, mais... Il y a des choses à l'interne, des fois, qui ne sortent pas. Je crois qu'il y a beaucoup de sujets de discussion concernant le HCBN. On pourrait encore parler de Radgeb aujourd'hui, qui n'a peut-être pas eu une nouvelle fois le temps de jeu escompté et les responsabilités. Mais Stéphane, moi, j'ai envie de t'entendre sur cette scène qui amène une pénalité de 5+20 à Ruffenhardt.
Justement, au contact avec Radgeb, ton analyse là sur la pénalité donnée au rugueux joueur de Berne, c'est sévère? Ah, il met le coude. Sur cet angle-là, il met le coude au visage. Ah, sur l'angle qu'on avait vu durant la soirée, ça nous semblait une tapette, mais regardez. Non, il lui met le coude directement sur la gueule, comme on dit, honnêtement. Et ça c'est contre la tête. C'est 5 minutes, clairement. Sur cet angle-là, je suis totalement d'accord avec les arbitres. Et Radgeb a été sonné, peut-être qu'un peu commotionné, on va le voir. Et moi, j'ai aucun pardon pour ce joueur au final, d'ailleurs. Mais voilà, je suis un peu biaisé avec lui parce que je sens... Mais l'angle que nous, on a vu auparavant était pas du tout aussi violent que ça. Non. Et puis, on plutôt prétendre que Radgeb en a peut-être rajouté ou je sais pas quoi. Mais là, quand on voit ça comme ça, c'est vraiment, il est surpris. Puis tu vois que c'est un choc à la tête. Et puis, il est sorti aussi, Radgeb. Hein? Il n'est pas resté dans le match. Je me demandais justement pourquoi. C'est ce qu'on ne comprenait pas, Fabien, finalement. Pourquoi Radgeb était sorti sonné, alors qu'on avait vu qu'un ralenti, mais là... On a pu compiler différents angles avec les caméras maintenant placées dans la patinoire pour être sûr du geste des arbitres. Sur les premières images qu'on a vues, personne n'a compris. Et puis avec celle-là, on a un peu plus clair. Et surtout que, selon moi, il lui met le coup de juste sur la mâchoire. Et puis on sait qu'au niveau des commotions cérébrales, les chocs sur la mâchoire ont un impact assez important. Moi, je vous dis, Ruffenhardt, je le connais bien, je l'ai arbitré des tonnes de fois. Et ça n'a pas toujours été une belle expérience, mais c'est un joueur qui a peur. Il se protège constamment. Ça, c'est de la peur. Là. Le gars, il voit le gars arriver, puis il se protège. Le nombre de fois qu'il fait des gestes dangereux pour éviter les mises en échec ou qu'il lève les bras ou la canne, c'est invraisemblable. C'est le gars aussi qui remue beaucoup quand ça brasse un peu. Là, quand les arbitres sont arrivés, il est très, très actif. Hein. Tu nous dis que c'est un bad boy bisounours, alors? Un faux bad boy. Il joue le bad boy, puis surtout à Berne, il essaie de jouer. Puis quand les arbitres sont là, il parle beaucoup, etc. Mais très peu actif avant que les arbitres arrivent. C'est un joueur qui est craintif de te faire frapper. C'est typiquement ce qui est arrivé. Et je pense qu'il y aura une sanction. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense surtout que là-dessus, Radgeb est complètement surpris de la violence du coup de coude parce que le coude avec la protection et tout, puis à la vitesse qu'il le met, il est sonné. Hein? Et puis, je pense qu'il y aura vraiment une sanction là-dessus parce que c'est comme si c'était volontaire. À l'angle qu'on a vu là. Et moi, je pense qu'à cet endroit-là, il n'y a pas besoin de même de taper très fort. Non. La mâchoire, c'est... Ça sonne direct. Hein. Ça, c'était le mauvais geste de la soirée. On en était resté à 4-2. Il y aura encore un dernier but. Bien est revenu à 4-3 à un peu plus de 6 minutes de la fin de la rencontre, en espérant encore pouvoir retourner la situation. Jolie réussite, Gary, de Kunzle pour le dernier but de cette soirée à la Tissot Arena. Oui, donc ça leur donnait la possibilité d'égaliser dans les dernières minutes du match et puis ça a relancé un petit peu la fin de match. Effectivement, Kunzle, lui, il connaît un bon début de saison. C'est un gros but, c'est bien amené. Je pense que je vais quand même mentionner que le jeune Wüttrich, là-dessus, il peut absolument rien faire. Il remporte sa première victoire en National League. C'est aussi, il a tenu la baraque jusqu'à la fin. Je pense que c'est aussi une bonne performance de sa part. Et je pense que le score 4-3 indique un peu l'allure du match. Il y a eu des tendances, mais Bien n'a pas été capable de prendre peut-être le dessus. Ils ont toujours joué du hockey de rattrapage. Et puis, à un moment donné, ça fatigue aussi et ça tue. Fabien, le HC Bienne ne sait pas jouer à domicile quand il n'a pas tout son public derrière pour le faire pousser. C'est une victoire en début contre Lausanne et ensuite, ça va faire maintenant 3 défaites consécutives à la maison. Ça commence à faire beaucoup quand même. On sent c'est un petit peu difficile. Hein. C'est un peu lent à l'allumage cette saison. On vient d'en parler tout à l'heure par rapport au coach aussi, et changement de coach. Donc certainement, changement un petit peu de tactique. Il y a des joueurs qui sont peut-être un petit peu plus utilisés que l'année passée, d'autres moins, ce qui peut créer aussi des petites tensions. Fuchs, on l'a annoncé sur le départ, ou en tout cas en négociation à gauche à droite. Ça fait pas mal de petites incertitudes. Et puis, avec faut pas oublier, hein, on en a parlé, je crois, Stéphane, tu en as parlé tout à l'heure, Hiller qui est plus dans les buts. Ça aussi c'est... C'est un gros arrêt par match. Je me souviens, à l'époque, on en parlait beaucoup avec UE à Lausanne. Il suffit d'un gros big save par match, puis c'est en moyenne 1 point de plus. Bon, c'est énorme. C'est vrai que la succession allait être difficile, mais finalement, ça se confirme. On a une réaction à l'issue de ce derby bernois. Elle est dans le camp zélandais. C'est le gardien qui connaissait sa première titularisation ce soir, c'est Elien Pope. Elien Pope, ce soir, on a l'impression qu'il ne manque pas grand-chose pour aller chercher quelque chose face à ce CP Berne. Oui, c'est clair. On a un peu mal commencé. Berne a tout de suite mis la pression sur mon but.
Je pense qu'on a bien résisté. Je pense même qu'on avait en deuxième période l'occasion de mener dans le match. Et puis malheureusement, voilà, on fait une erreur qui nous coûte un goal sur le troisième. Et puis après ça, c'est clair, toujours courir après le score, c'est difficile. Donc c'est frustrant. Comment vous expliquez ces buts bernois juste après les égalisations? Ouais, c'est difficile à dire. Peut-être un peu de manque de concentration après une bonne performance, je ne sais pas. Mais maintenant, voilà, il faut qu'on prenne les points positifs de ce soir et puis tout donner vendredi parce qu'on a besoin de points maintenant. Un petit mot à titre personnel, comment ça se passe la concurrence avec Jochen van Pottelberg? Non, très bien, je pense qu'on s'entend bien les deux. On sait que l'un et l'autre aura beaucoup de temps de jeu. Et puis maintenant, voilà, c'est clair, chacun veut jouer le plus possible de matchs, mais la concurrence est très saine, donc c'est de bon augure pour la saison. Merci beaucoup. Et je crois que pour succéder à Jonas Hiller, il faut que la concurrence soit saine pour que les deux gardiens puissent se tirer vers le haut. On va passer aux 3 étoiles de cette soirée avec, pour commencer, un autre 3e étoile qui va à un homme qui a su rebondir, on l'a dit, qui a blanchi ce soir. C'est le gardien de Rapperswil, Niffler, et qui a sorti une toute grande performance ce soir et qui a vraiment mené les siens vers 3 points précieux, Gary Sheehan. Oui, performance incroyable, surtout après une défaite assez sévère à Davos, où il a pris 9 buts. Alors, gagner à l'Île-Fils, même si c'est peut-être plus comme c'était avant, mais c'est quand même un match en déplacement. Et puis, Nous, on dit toujours que c'est difficile d'aller gagner à l'Île-Fils. C'est toujours difficile de gagner. C'est toujours difficile de gagner d'or avec vous autres, mais... Exactement. Alors, c'est comme ça, mais oui, grosse performance. Il faut du caractère, il faut un bon mental, parce que c'est pas facile pour un gardien de réagir comme ça. La 2e étoile, elle se tourne en direction d'un joueur dont les attentes sont très grandes. Il est prêté jusqu'à nouvel avis au Lausanne Hockey Club et il répond présent, Fabien Guignard, puisque Denis Malgin s'est fait l'auteur d'un doublé et a aidé le LHC à aller gagner à la Valachia. Malgin, encore et encore. 2 gros buts ce soir, une victoire 3-2. 2 gros buts quand tu sais que Lausanne était menée pas longtemps encore avant la fin de la 60e. Je pense qu'il va passer un bon retour en bus. Un qui va connaître aussi, on va dire, un bon ouf de soulagement, c'est le joueur étranger suédois du CP Bern, Stéphane Rochette. 2 buts, 1 assist pour lui ce soir. Il va dire a pesé sur la rencontre, c'est ce qu'on attend de lui. Il l'a matérialisé dans ce derby contre Bienne. Oui, bon, écoutez, il fait le job. Je l'ai dit tout à l'heure. Je n'étais pas convaincu dans les matchs amicaux. Si vous regardez aussi ses stats dans son pays, c'est pas un chasseur de buts, de points. Forcément, c'est plutôt un two-way, un joueur de centre capable d'évoluer dans toutes les situations de jeu, assez bon sur les engagements, qui fait tout assez bien, qui a beaucoup d'expérience. Et là, s'il fait des points comme ça, il y a eu un match de 3 assists aussi à la maison il y a quelques temps. Ce soir, il fait 3 points. C'est du bonus, je pense, pour l'entraîneur. Et la question qu'on se pose, c'est Dustin Jeffrey, ce début de saison. Compliqué. L'année passée, Justin Jeffrey avait un début de saison très compliqué du côté de Lausanne, on s'en souvient. S'était rattrapé un peu par la suite, mais n'a pas connu sa meilleure saison. Et la question est, est-ce qu'il est assez bien entouré à Berne? Est-ce que voilà, certains disent qu'il a ralenti. On l'a signé pour 3 ans à Berne. Mais Stéphane, tu l'as dit, il carbure un petit peu au diesel, il a besoin de chauffer le moteur un petit peu, Gary, peut-être pour commencer à être performant avec les ours aussi. Oui, je pense qu'il va revenir encore parce que c'est peut-être aussi, comme on mentionne, comment il est entouré. Là, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que il n'a peut-être pas trouvé les automatismes qu'il faut encore. L'année passée, son temps de glace avait changé avec l'arrivée de Joris. Ça a changé son rôle. C'était long à partir. À un moment donné, il a trouvé ses marques et puis c'était le meilleur. Alors, je pense qu'à Berne, à la fin, il sera là et ce sera le meilleur étranger de Berne. Moi, je vais vous dire, information confidentielle, quand Jan Alston a décidé de ne pas le renouveler parce que ça s'est décidé à l'automne dernier alors que Jan Alston était toujours en poste, je me souviens d'avoir une discussion avec Jan. Il m'a dit, Steph, il n'est plus assez rapide. Il ne suit plus. On a des joueurs, on a Vermin, on a Berchi, on a des joueurs qui fly autour de lui, puis il ralentit le jeu constamment. On ne peut plus. Il a très peu joué en NHL pour cette raison-là aussi. Exactement. Mais moi, je pense qu'il est quand même... ça reste un excellent joueur qui est très bon techniquement, qui est extrêmement intelligent. C'est un fabricant de jeu. Oui. Et puis moi, je pense que... Il faut qu'il soit entouré avec des gars qui ont de la vitesse. Exactement. Puis je pense qu'il est... À ce jour, il pourrait être mieux entouré, je pense. Je suis tout à fait d'accord.
Ça, c'est la discussion de Stingeray qu'on pourra encore aborder lors des prochaines soirées. On va déjà récapituler les résultats et le classement de ces 3 matchs de National League ce soir. La victoire en prolongation du Lausanne Hockey Club à Ambry 3-2. Le succès du CP Berne dans le derby qui va faire du bien aussi aux Ours, vu la situation du début de saison. Et un petit but, mais un but précieux pour les SRJ Lakers Rapperswil Jona face aux Langnau Tigers au classement. Il n'y a pas de changement, Zurich reste leader, mais Lausanne se rapproche. Et Rapperswil 6e, Berne passe 8e, Ambry 9 et Langnau reste lanterne rouge avec Davos, mais c'est bien sûr toujours déséquilibré avec des matchs allant de 3 à 7 selon les équipes et ces problèmes de quarantaine. En Swiss League, on jouait également ce soir, 2 matchs reportés, mais 2 matchs qui ont eu lieu. La Zug Academy est allée gagner à Biasca face au Ticino Rockets en prolongation et victoire d'Olton dans un match intéressant face à Viège. Au classement, on a toujours un leader roman, le HC Sierre, avec Ajoie 4, La Chaux-de-Fonds 5. Donc c'est un début de saison très intéressant pour les clubs romans. Mais on va aborder quand même une petite thématique. Et Gary, j'ai envie de t'entendre parce que ça te concerne finalement, on va dire maintenant au quotidien. C'est ces 2 nouvelles équipes mises en quarantaine, Winterthur et les Getseka Lions. Ça fait peser quand même un certain doute sur la suite du championnat et ça amène aussi des temps d'arrêt dans votre début de saison, que ce soit le vôtre ou les équipes qui devaient affronter ces 2 formations. Oui, c'est assez particulier. On en parle beaucoup ces temps. Au début, on critiquait un peu le hockey de la MySport League, le hockey amateur, où ce qu'eux étaient moins disciplinés que le hockey professionnel. Et puis maintenant, le hockey professionnel est frappé en plein visage. Fribourg-Gotteron, Lugano, maintenant Getseka Lions, Winterthur. Il y a beaucoup de questions à se poser parce que c'est vrai que les clubs ont fait tous des efforts, mais ces joueurs ne vivent pas dans des bulles et ils sont contraints avec leur famille. Il y a des va-et-vient d'amis, de copines, familiales, des sorties ou je ne sais quoi. Alors, c'est vrai que pour maintenir ça toute une saison, c'était difficile. Alors, je pense que c'est vraiment embarrassant d'être obligé d'arrêter et puis d'attendre et puis de voir comment ce qui va se passer. Mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines à voir la situation qui s'aggrave chaque jour. Puis, tant qu'on ne sera pas plus dans notre bulle que ça va être difficile de corriger le tir. On ne peut pas faire ce qui s'est fait en Amérique du Nord, Fabien. C'est difficile, surtout pas en Swiss League, on va dire. Mais où on va, on donne des craintes quand même à avoir? Ben non, comme en NHL déjà, je pense que ça coûte beaucoup trop cher. Aujourd'hui, on l'a entendu, Mme Meria, au début du match contre Bienne, même avec la moitié des spectateurs, financièrement, ça ne tourne pas. Donc là, si tu fermes complètement, ça coûte très cher. Il faut pouvoir loger, nourrir tout ce monde. Maintenant, moi, il y a une chose que j'ai un petit peu de peine à comprendre. On sait qu'il n'y a pas de relégation. Dès le moment où il y a 2 gars qui se font tester, ils se font tester très, très, très régulièrement, ces joueurs. Bon, non. Pas spécialement. Pas spécialement. Mais il n'y a pas de symptômes. On a été testés avant le début du championnat. Il fallait que toutes les équipes se fassent tester. En tout cas, au niveau de la Swiss League, c'était ça. Puis au niveau de la Ligue nationale également. Tous les gens qui tournent autour, même moi, comme superviseur d'arbitre en junior, je me suis fait tester. Effectivement. Une fois. Une fois. Puis de ce moment-là, après, on vit notre vie. Et puis, il s'est passé chez Chaud, là. Je pense que il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de partenariats dans notre ligue. Il y a beaucoup de mouvements de carte B. La preuve, il y a eu des accidents à cause de ça aussi. Alors, finalement, quand tu regardes l'Académie de Zug, quand tu regardes Getseka Lions, quand tu regardes les Ticino Rockets, ça vient de 3 équipes. À un moment donné, il va arriver quelque chose. Ça nous pend au bout du nez. Et nous, on fait venir aussi des fois 3-4 joueurs ou 2 joueurs ou 1 joueur en carte B. On fait venir des juniors à l'entraînement qui sortent d'une quarantaine. C'est vraiment complexe. C'est quasiment ingérable. Ça nous pend au bout du nez. Ça va nous tomber dessus. Il ne faudra pas être surpris qu'il y aura d'autres. Loi de la moyenne. Oui. Stéphane, moi j'ai envie de t'entendre sur quelque chose parce que finalement, on sait que cette saison allait être compliquée. Là, on a un pic, on est peut-être dans ce qu'on appelle la deuxième vague maintenant. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas meilleur temps d'arrêter un moment, de faire un point sur la situation et de se permettre un temps de latence pour continuer après? Parce que là, on a quand même 4 équipes qui ont été en quarantaine, 5 presque avec le HC Bienne qui l'a évité de justesse sur 24 équipes dans les 2 premières divisions. Ça commence déjà à faire beaucoup. On a joué entre 4 et 7 matchs. Moi, je pense que oui, éventuellement, c'est une solution qui va être envisagée parce qu'à force de rapiécer, on ne peut pas jouer ici, on peut jouer, on remet des matchs. Là, ça va faire un calendrier complètement fou. Willy Vecolin, déjà qui est un peu nerveux, il va être encore plus nerveux, notre responsable de calendrier. Mais là, ce qui m'agace, c'est qu'on se met des barrières
sur les fameux championnats du monde. On veut avoir fini les playoffs pour les championnats du monde. Premièrement, est-ce qu'ils vont avoir lieu? C'est la première des choses, que ça fait bien du sens d'avoir des championnats du monde. Est-ce qu'on va permettre aux joueurs d'aller faire des préparations pour les championnats du monde? Et puis deuxièmement, c'est quoi la priorité, là? Est-ce que c'est de jouer notre championnat, même si on le décale, que ça finisse en juin ou en juillet, si on le décale, que ça se joue et que les équipes survivent, ou c'est mieux de ne pas jouer, de couper le championnat, de jouer devant moins de spectateurs parce que, pour finir pour les championnats du monde? Quel est l'intérêt? Honnêtement, la National League s'est séparée de la fédération et je pense que les décisions seront drôlement différentes maintenant. Quelle est la priorité? Nos 300 matchs de championnat, 312 cette année, ou les 2 semaines de championnat du monde, les 7-8 petits matchs qu'on joue au mois de mai? Pour moi, la réponse est claire. Décalons, quitte à finir au mois de juin. On le sait que c'est possible. Fabien, vous préférez vous arrêter un moment défini puis de se dire on recommence quand c'est sain, ou alors de devoir jouer finalement, de préparer des matchs, de ne pas savoir si on peut les jouer? Quelle est la position? Enfin, moi, je pense que recommencer quand c'est sain, s'arrêter, c'est au même titre que toute la population. Donc, tant que tout ne sera pas éradiqué, on ne recommencera pas le championnat, du coup. Moi, ce que je reviens tout à l'heure, c'est ce que je disais, c'est que je ne comprends pas, le match aujourd'hui Genève-Fribourg a été annulé depuis je ne sais pas combien de jours. Ouais. Mais on a des tests aujourd'hui en moins de 24 heures. En moins de 24 heures, on est capable de savoir... Mais ça coûte très cher, hein, Claude. Gary, tu peux le dire aussi. Tester toute une équipe, ça coûte cher ou acheter un joueur, par exemple. Mais est-ce que ça coûte vraiment plus cher que d'annuler un match et puis ne pas avoir de match du tout? Bien, tester une organisation complète avec tous les gens qui sont autour, tu arrives à peu près à 5 000 francs. Parce que tu n'as pas des symptômes, et puis ainsi de suite. Tu vas tester tout le monde, ça fait ça. Moi, je pense que la problématique, elle est qu'on n'est pas tous à la même enseigne maintenant. Aujourd'hui, on a eu des matchs de hockey, par exemple. Hier, on a mis des joueurs en quarantaine, on a joué quand même. Mais à Winterthur, à Gatesay, on a annulé, on a mis tout le monde en quarantaine. Ça, c'est déjà pas pareil. On l'a vu au foot ce week-end. Le match Servette-Lausanne a eu lieu, mais le match Bâle-Zurich n'a pas eu lieu à cause des mêmes problèmes. Alors, ce n'est pas les mêmes règles pour tout le monde. Puis l'autre chose, la grande erreur qu'on a faite, alors que tous les spécialistes en parlaient, qu'il allait y avoir une deuxième vague, c'est de commencer ce championnat beaucoup trop tôt. On savait en commençant que ça serait difficile. Et puis, les Allemands, ils commencent mi-novembre. Maintenant, ils veulent pousser fin novembre. Puis, on pouvait pousser jusqu'au 1er décembre. Mais maintenant, c'est facile de dire ça parce qu'on voit la situation. Une chose plus malin après. Oui, mais c'est quand même quelque chose qui avait été pointé du doigt. Puis que vous allez voir que la saison de la grippe va arriver. Puis ça va repartir comme ça. Puis là, on est en plein dedans. Voilà la grosse thématique qu'on voulait aborder pour terminer cette émission de Backcheck de ce mardi 20 octobre. Merci d'avoir été en ma compagnie. Fabien Guignard, Gary Sheehan, Stéphane Rochette. On se retrouve pour de nouvelles aventures tout bientôt. Merci. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À tout bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci.